Merci à tous d'être venus pour ce premier talk de l'année 2018. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Ludovic Hurault, fondateur de Shaper, et puis qui a également fondé précédemment le site que l'on connaît tous, Attractive World. Bonsoir, merci pour l'accueil. Avant de commencer, et au nom de toute l'équipe, on voulait te dire qu'on était très fiers que tu sois là parmi nous ce soir. Pour préparer l'interview, j'ai pu lire le livre écrit par Startup Begin, et si ça n'avait été que de la chance, et qui m'a permis donc de connaître plus d'éléments sur toi, sur ton parcours. Ta première aventure finalement, c'est Attractive World. Est-ce que tu peux me dire comment est venue l'idée? Tu es passé de job étudiant au bain-douche, la boîte de nuit, par une carrière à la finance, et ensuite tu as lancé ce site. Oui, effectivement. Moi déjà, j'aimais pas du tout l'école. Donc dès que je suis arrivé en terminale, j'ai mon cousin qui m'a dit écoute, j'ai un bon plan. Tu peux devenir RP au bain-douche, on va rentrer gratuitement, ça va être super pour draguer les filles, etc. Et donc en fait, j'étais en terminale, j'avais 17 ans, et quand ma mère allait se coucher à minuit, je prenais le dernier métro et j'allais au bain-douche, et je revenais à 6h du matin avant qu'elle se réveille. Et après derrière, j'enchaînais sur la terminale. C'était pas hyper sérieux. Et finalement, j'ai réussi à avoir mon bac à l'arrache. Et j'ai fait une école de commerce après bac qui s'appelle l'IPAG. Et là, j'ai commencé à vraiment un peu plus apprécier parce que c'était des matières qui me plaisaient un peu plus. Au début, je voulais bosser dans le sport. Donc, j'ai fait un stage dans une boîte qui s'appelle IMG McCormack, qui est le numéro 1 du marketing sportif. Et suite à ce stage, je me suis dit plus jamais. Le monde du sport, c'est un monde hyper fermé. Ça ne va pas me correspondre, etc. Je me suis intéressé au monde de la finance. Et notamment à un secteur qui s'appelle le private equity. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Et à cette époque, c'était assez peu connu. Et les gens me disaient, franchement, Ludovic, si tu as fait l'IPAC, tu n'arriveras jamais à rentrer dans un fonds de private equity. Il faut faire des grandes écoles. Et j'ai trouvé un moyen détourné. Au début, j'ai bouquiné. J'ai acheté un bouquin qui s'appelle Le Verminen, qui était un peu la Bible de la finance. Je l'ai bouquiné à mort, etc. Et j'ai trouvé un stage dans une banque qui finançait les fonds de LBO. Ça s'est bien passé, ils m'ont proposé une embauche en CDI que j'ai refusée pour faire un autre stage dans un fonds de LBO cette fois-ci, recommandé par ma patronne. Et ça s'est également bien passé, ils m'ont proposé un job que j'ai à nouveau refusé pour aller dans un autre fonds d'investissement qui s'appelle Industrie et Finance Partenaires et qui avait une stratégie qui rachetait des PME, et avec les dirigeants des PME, ils faisaient de la croissance externe, donc ils rachetaient d'autres boîtes dans le même secteur. Et il les revendait à des groupes industriels plus gros ou à d'autres fonds de LBO. Et là, alors ma mère était hyper fière. Elle s'est dit, bon, lui c'est bon, il va bien gagner sa vie, j'ai plus trop à m'inquiéter. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. J'avais des associés gérants qui croyaient beaucoup en moi, qui à 22 ans m'avaient donné des parts du fonds. Ils m'avaient donné des actions dans toutes les boîtes dans lesquelles le fonds avait investi. Ils m'avaient nommé au conseil d'administration de sociétés de plusieurs centaines de personnes. Et malgré tout, j'étais pas heureux en fait. Voilà, donc je gagnais bien ma vie, je me sentais responsabilisé, intellectuellement c'était stimulant, sauf que en fait je rêvais que de monter une boîte. Et j'avais des idées dans tous les sens, je faisais des business plans, etc. et tout. Et au moment de quitter mon job pour monter la boîte, à chaque fois j'avais pas le courage de le faire. Et à un moment, je parle à mes deux meilleurs amis, notamment un que j'avais rencontré au bain-douche, donc la vie est bien faite. Voilà, on sortait avec deux jumelles et on est devenus potes. Et lui, qui était au début comédien, puis agent immobilier, avait monté sa boîte dans l'immobilier. Et il me dit, écoute Ludo, franchement, tu as 24 ans, tu n'as pas de traite à payer, tu n'as pas acheté d'appart, tu n'as pas de gosse, etc. Tu rêves de monter ta boîte. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras peut-être jamais. Alors oui, tu vas gagner beaucoup d'argent dans la finance, mais tu ne seras jamais heureux. Et donc, il m'a lavé un peu le cerveau, notamment avec son associé, qui est devenu aussi un super pote, qui s'appelle Rodolphe. Et au moment où je lui ai parlé d'Attractive World, en lui disant, écoute, j'ai une nouvelle idée, je me suis intéressé au marché des sites de rencontres. Il y a un site de rencontres qui s'appelle Mythique, c'était en 2007, qui était déjà coté en bourse, qui avait prouvé qu'il y avait un modèle économique. Et à l'époque, en fait, c'était très rare d'avoir des sites, des sites à destination des consommateurs finaux qui avaient un modèle économique. Et je lui ai dit, je pense que le marché va se segmenter, il y a un truc à faire. Et là, ils m'ont dit, écoute, franchement, Ludo, maintenant, t'arrêtes. Tu montes la boîte, on va investir à tes côtés. Et pendant 6 mois, ils m'ont lavé le cerveau pour que je quitte mon job. Et donc, j'ai quitté mon job pour lancer Attractive World en 2007. Voilà comment ça a commencé.
Évidemment, on est dans une école de code, et donc tu as des futurs CTO en face de toi, des lead devs, des devs, ça dépend des profils. Et j'ai pu lire dans le livre que tu as fait 18 mois sans CTO, tu as lancé un produit. Est-ce que tu peux nous dire comment ça peut arriver et qu'est-ce que tu en as appris? Faut être complètement fou en fait. J'avais aucune idée de ce que c'était monter une boîte dans la tech. Moi je venais de la finance, j'avais aucun pote dans l'univers de la tech. À l'époque, il faut savoir que c'était en 2007, donc il y a 10 ans, il y avait quand même beaucoup moins de gens qui bossaient là-dedans. Et donc moi j'avais vu aux informations qu'on pouvait faire des sites web tout seul, avec des logiciels, etc. Je me suis dit, bon, de toute façon, faire un site web, c'est facile, c'est pas un sujet. Et donc, je suis allé voir 2 étudiants et je leur ai dit, les gars, on a quelques milliers d'euros, est-ce que ça vous chauffe de développer Attractive World? Donc ça a commencé comme ça. J'avais aucun associé, j'avais mes 2 meilleurs potes qui avaient mis de l'argent, mais qui n'étaient pas au quotidien. Il y avait leurs 2 femmes qui m'avaient aidé pour la stratégie de lancement au niveau marketing, mais on n'avait pas de tech. Donc on a fait beaucoup d'erreurs sur les 18 premiers mois, parce qu'en fait le site qui avait été fait par les étudiants, il marchait bien quand on le testait tout seul, mais dès qu'il y avait plein de connexions en même temps, le truc il partait en vrille. Et donc derrière je me suis dit, écoute, Attractive World commence à marcher malgré tout, les gens sont patients, ils attendent jusqu'à minuit pour checker leurs messages parce que les pages mettaient 20 secondes à se charger. On arrive à lever de l'argent, donc on lève 550 000 euros avec des business angels, puisqu'en 2008 il n'y avait quasiment pas de fonds d'amorçage, voire pas de fonds d'amorçage du tout. Et là j'avais un développeur, on avait changé, les étudiants étaient repartis à leurs études, et on avait un développeur d'origine tunisienne qui m'a dit, écoute Ludo, je pense qu'il faut tout refaire, la base de données, etc. et tout. Moi, je vais repartir en Tunisie, je vais construire une équipe, et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Sauf que ça s'est pas bien passé. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé fin 2008, alors que le site devait déjà sortir en septembre, donc avec 4 mois de retard, jour de l'an, avec notre directeur marketing, en train de bêta-tester le site, et en me disant, mais c'est pas possible. Il y avait 10 personnes dans la pièce, je pense que les ordinateurs, ils marchaient même pas, en fait. On était dans la vérité si je m'en deux. Et donc on a énormément galéré, et là la boîte elle a failli partir au tapis parce que fin 2008 on ne pouvait pas passer au modèle payant parce que le site tournait hyper mal, on n'avait toujours pas de CTO, on avait quasiment plus de cash, il y avait la crise financière puisqu'à l'époque les Man Brothers et les subprimes avaient fait que tous les investisseurs flippaient avant d'investir dans des boîtes. Et malgré tout, on a trouvé des business angels qui nous ont fait confiance, qui ont remis 600 000 euros parce qu'ils voyaient bien qu'il se passait quelque chose avec Attractive World. Le positionnement était différent, on avait des utilisateurs qui étaient hyper engagés malgré tout. Il restait 30 minutes par jour sur le site, il y avait plein d'événements qui étaient organisés, etc. Et donc, on a trouvé ces 600 000 euros, et avec cet argent-là, je suis tombé sur un super CTO qui m'a dit « Écoute Ludovic, t'inquiète pas, ça va prendre un peu de temps, mais on va construire les choses brique par brique, on va se séparer de l'équipe en Tunisie, on va recruter des développeurs en interne, et dans 6 ou 8 mois, on va pouvoir passer au modèle payant. » Et ce qu'il m'a dit, il l'a fait. Et donc, on a réussi à passer au modèle payant en septembre 2009, 2 ans après. Dans le livre, on peut lire à un moment donné, tu annonces, c'est quelque chose d'assez viscéral, à tes amis d'enfance que tu veux lancer cette idée, ce site. Et là, tu es face à 2 amis qui te disent qu'ils ne te suivront pas dans l'aventure entrepreneuriale, qui te sponsoriseront, mais qui ne seront pas tes associés au quotidien. Comment tu as réagi face à ça et c'est quoi ton conseil pour choisir ton associé? On a beaucoup de discussions ici au wagon pour justement quels sont les critères, quelle est la méthodologie et quelle anecdote tu peux nous livrer là-dessus? Oui, effectivement, là on revient en 2007. Moi, ce qui me faisait kiffer, c'était de le faire avec mes potes en fait. Sauf qu'eux, ils avaient déjà leur agence immobilière, que ça marchait hyper bien, et ils m'ont dit Ludo, nous on est dans l'immobilier, on va pas pouvoir t'aider, etc. et tout. Donc fais-le seul. Il y avait leurs 2 femmes qui m'avaient dit voilà, pendant les premiers mois on va pouvoir t'aider à lancer la plateforme, mais derrière on suivra pas non plus. Et c'est bizarre, hein, mais je me suis pas dit il faut absolument que je trouve un CTO ou un directeur marketing. Je me suis dit on y va et on verra comment ça se passe. Et bien entendu c'était une erreur, hein, parce que ça nous a fait perdre 1 an et demi qui sont précieux dans le monde des startups. Et le conseil, en fait, c'est que je pense qu'il faut arriver à bien comprendre quelles sont les expertises nécessaires pour monter un projet. Typiquement, sur Attractive World, c'était une expertise techno et une expertise marketing.
Moi, il se trouve que j'ai trouvé Cyril, notre CTO, en mars 2009, donc j'ai attendu 2 ans avant de le trouver, et Vincent Bobin, qui est notre directeur marketing, qui est arrivé quelques mois auparavant, et d'ailleurs que j'ai associé comme cofondateur de l'entreprise, parce que sans eux, la boîte serait morte. Mais je pense que voilà, il ne faut pas se tromper, c'est bien de vouloir le faire avec ses amis, mais il faut avant tout trouver des gens avec des expertises complémentaires, mais avec des valeurs communes. Voilà, et donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans le projet suivant. Attractive World continue à grossir et à grandir, et du coup, là, tu fais d'autres levées de fonds, et naît chez toi une autre idée dont on parlera un peu plus tard, qui s'appelle Shaper. Pourquoi tu as vendu Attractive World et quitté cette société à ce moment-là de ta vie? Alors c'est vraiment tout un process qui a pris quand même pas mal de temps. En fait, effectivement, en septembre 2009, on lance le modèle payant avec un gros pari, puisque le concept d'Attractive World, c'était qu'on voulait rassurer les femmes et donc créer un univers de confiance. Et c'est pour ça qu'on sélectionnait nos membres à l'entrée. Et il y avait 1/3 de gens qui étaient acceptés, il y avait 2/3 de gens qui étaient refusés. Donc le gros pari, c'était de dire on investissait en marketing pour faire venir des gens, et avant même qu'ils aient l'opportunité de sortir leur carte bleue, il y en avait 2/3 à qui on disait non, ça ne sera pas possible parce qu'il faut que tu refasses ton profil, etc. etc. Et donc, d'un point de vue modèle économique, on avait des coûts d'acquisition qui étaient 3 fois plus importants, donc il fallait vraiment s'assurer que les gens soient prêts à payer plus cher et avec des taux de conversion meilleurs pour s'assurer que le modèle économique tienne la route. Et donc on lance en septembre 2009, là on voit que ça marche. Donc Mythique est à 30 € par mois, donc nous on s'est mis au double, donc on a fait un peu au pifomètre, on s'est dit Mythique 30 €, on se met à 60 € par mois. Et notamment, l'ex-femme d'un de mes amis me dit écoute, franchement Ludovic, il faut faire payer les femmes. À l'époque, Mythique ne faisait pas payer les femmes. Et elle me dit fais-moi confiance, pour s'assurer de rencontrer des hommes qui cherchent une rencontre sérieuse, ils sont prêts à payer n'importe quoi. Et effectivement, on a fait payer les femmes, et elles ont représenté 60% de notre chiffre d'affaires. Et très vite, on a vu que ça marchait hyper bien. On avait des taux de conversion extraordinaires. En 2010, on s'est rendu compte que le modèle était hyper rentable. Là, je suis allé voir mes actionnaires et je leur ai dit voilà, vous allez me prendre pour un fou, mais je pense qu'il faut qu'on fasse des campagnes à la télé. Et ils m'ont dit mais Ludovic, on ne peut pas faire des campagnes à la télé quand on fait une start-up et qu'on fait à peine 1 million de chiffre d'affaires. Tu vas brûler la moitié de ton chiffre d'affaires, tu ne sais même pas si ça va marcher. Et j'ai réussi à les convaincre. Et j'ai un de mes actionnaires qui m'a amené chez Canal+ et qui a dit bon, on va négocier un bon deal pour les startups, etc. Et début 2011, on a sponsorisé 100% des émissions de Canal+. Le Grand Journal, les Guignols de l'info, le SAV des émissions, je ne sais pas si vous vous rappelez de toutes ces émissions-là. Et ça a cartonné. Ça a cartonné, le trafic il a explosé. La notoriété d'Attractive World a complètement décollé avec les campagnes de pub à la télé. Et là, pendant 2011-2012, c'était un bonheur de fou. On appuyait sur le bouton de la télé et le trafic continuait à progresser. On avait de plus en plus de chiffre d'affaires. On a fait x7 en chiffre d'affaires en 2 ans. La notoriété d'Attractive World, elle est passée de 8% à 72% entre début 2011 et fin 2012. Et on est devenu rentable en 2013. Donc là, j'étais hyper heureux, c'était génial. Tous les journalistes nous contactaient. Tout le monde connaissait Attractive World, le site des célibataires exigeants, etc. Et en 2013, je me dis, c'est le moment pour regarder un petit peu l'international. Et l'international, il y a 2 façons de le faire. Soit on le fait nous-mêmes en levant des fonds. Voilà, sachant qu'entre-temps, je ne vous l'ai pas dit, mais on avait relevé de l'argent avec des investisseurs privés. On avait levé 5 millions d'euros au total. Donc soit on lève des fonds, soit on se fait racheter par un groupe comme Mythique ou un groupe média. Et aux côtés du groupe, on va partir à l'international. Et à ce moment-là, début 2013, on faisait plus de 40% de croissance, 1 million d'euros de résultats nets. Je me disais, ça va être un kiff, quoi. On va trouver des fonds dans tous les sens, etc. Et là, ça a été la déception. On discute avec des industriels, Mythique, le groupe Bertelsmann, etc. Et alors qu'ils étaient motivés, tout d'un coup, ils déclinent leurs offres. Ils disent non mais finalement on ne va pas faire. Mythique disait le premium on n'y croit pas trop, on a envie de se concentrer sur la cible plutôt jeune. Bertelsmann, alors que l'équipe française était intéressée, le board au niveau mondial dit non, on ne rentre pas dans le dating. Et la seule offre qu'on a, c'est un groupe porno à Miami qui vient nous voir et qui dit voilà, nous on a envie de racheter Attractive World et on va le lancer aux États-Unis. Donc on décide de refuser cette offre. Et à côté de ça, je discute avec des fonds d'investissement, notamment des fonds américains, qui à l'époque, et ça a beaucoup changé, me disaient écoute, nous, on n'investit pas dans des boîtes françaises. Voilà, votre législation elle est trop compliquée,
on n'ira pas. Et les fonds français disaient non mais attends, les États-Unis c'est pas possible, il n'y a aucune boîte française qui a réussi aux États-Unis, surtout dans le B2C, donc on n'ira pas non plus. Et je me retrouve fin 2013 avec une boîte qui est en croissance, qui est rentable et qui malgré tout est en situation d'échec puisqu'on n'a pas réussi à partir à l'international et que je me rends compte que j'ai beaucoup trop attendu avant de lancer l'international parce que dans ma tête je m'étais dit je vais attendre de montrer qu'on est rentable avant de lancer d'autres pays, alors qu'en fait on aurait dû lancer l'international 2 ou 3 ans plus tôt et il y avait énormément de concurrents un peu sur tous les marchés anglais, etc. Et Tinder arrive aussi à ce moment-là. Tinder arrive un peu plus tard et là moi je vais voir mes actionnaires et je leur dis voilà, on est rentable en France, je pense qu'on a encore pas mal de choses à développer, mais je me sens pas du tout l'envie de gérer le quotidien, ça faisait 6 ou 7 ans, mes associés aussi commençaient à en avoir un petit peu marre. Et donc je lui dis, voilà, moi je vais lancer un nouveau projet qui s'appelle Shaper, je vais partir à New York, et avant ça, je vais recruter une nouvelle direction générale, on va faire la transition, et on va commencer à distribuer des dividendes. Voilà. Et donc les actionnaires étaient déçus qu'il n'y ait pas de vente ou d'internationalisation, mais ils se disaient, finalement, les dividendes chaque année, c'est pas mal, et on a commencé à distribuer entre 1 million et 1 500 000 euros de dividendes chaque année. Donc les actionnaires étaient plutôt contents des rendements qu'on leur offrait. Et moi, je suis parti lancer Shaper à ce moment-là. C'était en 2014. C'est quoi pour toi les perspectives de Attractive World là, dans les prochaines années? Tu as laissé ton bébé finalement à une société rachetée par une société allemande. C'est quoi l'avenir du dating amoureux? Tu as participé à cette révolution. Comment tu vois les choses? Alors effectivement, après avoir lâché un peu prise sur Attractive World, il y a eu l'année 2014 et 2015, qui ont été des années où c'était un peu paradoxal, parce qu'en fait les chiffres étaient bons. Voilà, on a continué à croître, on a continué à distribuer des dividendes, on était très rentable, etc. Sauf que la nouvelle direction générale a pris des décisions qui, je pense, n'étaient pas les bonnes. Donc je suis revenu des États-Unis début 2016. J'ai serré entre guillemets un peu les boulons, elle avait changé la marque, etc. et tout. Et le coup de bol qu'on a eu, c'est que la croissance est repartie à ce moment-là. Et un groupe allemand qui s'appelle Affinitas, qui a 2 sites de rencontres qui s'appellent eDarling et Elite Rencontre, est venu me voir au mois de juin et m'a dit écoute Ludovic, on ne va pas faire la guerre sur le marché français, vous êtes plus gros que nous sur le segment premium. Nous, on est dans 28 pays. Est-ce qu'il n'y a pas un deal à faire? Et donc, en fait, en 3 mois, on s'est mis d'accord sur le prix, ils ont fait les audits, et on a vendu Attractive World en septembre 2016. Donc, pour moi, ça a été un énorme soulagement, parce que gérer Attractive World, même si j'étais à distance, plus Shaper, c'était épuisant. J'étais vraiment mort de fatigue, moralement, c'était hyper compliqué. J'étais assez stressé en me disant, j'avais pas envie de planter mes actionnaires qui m'avaient fait confiance sur Attractive World, et me dire, voilà, si la valeur part en fumée, non seulement moi je perds mon patrimoine, mais en plus de ça, les gens qui m'ont fait confiance, je vais les décevoir. Et donc là, ça a été vraiment un énorme soulagement de vendre la boîte. Et depuis, en fait, Affinitas a rapatrié toutes les équipes en Allemagne. Ils ont fait une fusion avec un autre groupe américain qui était coté en bourse. Et donc aujourd'hui, Attractive World est coté à la bourse à New York. Voilà. Ta deuxième aventure, donc après ça, c'est Shaper. On a compris qu'il y avait cette période de transition. Déjà, est-ce que tu le referais, cette période de transition, c'est-à-dire lancer un projet, avoir la tête occupée, tout en s'occupant de l'exploitation de Attractive World? Non, franchement, c'était l'enfer. Parce que je pense que déjà, lancer une start-up, c'est hyper compliqué. Ça demande une attention de tous les instants, énormément d'énergie. Alors, en plus, lancer une start-up aux États-Unis, qui est un marché qu'on ne connaît pas, sans réseau ni rien, c'est déjà un stade de plus. Et moi, j'avais Attractive World avec quand même pas mal de problématiques stratégiques, Tinder qui arrivait sur le marché, Appen, toutes ces applications, etc. Donc la chance qu'on a eue, c'est qu'on n'avait pas la même cible, puisque Attractive World s'adressait plutôt aux plus de 35 ans, et les applications gratuites touchaient plutôt les plus jeunes. Mais malgré tout, ça posait quand même beaucoup de problèmes stratégiques, et j'arrivais pas à me focaliser sur Shaper. Ça m'a fait faire beaucoup d'erreurs sur Shaper, puisque la première version de Shaper a été un échec complet. Et donc j'ai vécu une année 2015 qui était difficile, puisque je venais d'arriver aux États-Unis. Il y avait des problématiques de management sur Attractive World, et la première version de Shaper était un échec complet. Donc je ne le recommande pas du tout, et effectivement, dans un monde idéal, il vaut mieux boucler la boucle, arriver à faire une sortie,
et relancer une autre boîte derrière. Dernière question sur Attractive World. Est-ce que finalement ça t'a permis de rencontrer l'amour? Alors non, ça m'a pas permis de rencontrer l'amour. Shaper m'a permis de me séparer de ma copine, puisque je lui avais dit très intelligemment, écoute, on part aux États-Unis, j'ai un projet de ouf, ça va cartonner. Et donc je lui ai fait quitter son job pour venir me rejoindre à New York. Et sauf que 3 ans et demi plus tard, je lui ai dit non mais finalement, en fait, il faut que je rentre à Paris. Et elle m'a dit attends, tu m'as fait quitter mon job pour être à New York, moi je reste à New York. Et donc on s'est séparés, tu vois. Donc ça m'a pas permis de trouver l'amour, et en plus de ça, Shaper fait que je suis célibataire aujourd'hui. On va parler de Shaper alors. On va parler de Shaper. Du coup, Shaper, c'est quoi la proposition de valeur? C'est entre un Tinder et un LinkedIn. Comment ça fonctionne exactement? Alors en fait, Shaper, ça part d'une vision, c'est que y a rien de plus inspirant que les rencontres. Voilà, moi, j'ai toujours adoré rencontrer des nouvelles personnes. Pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est la meilleure façon de se faire des amis, de provoquer des opportunités dans sa vie qu'on n'aurait jamais eues. Il y a un terme qu'on m'a appris aux États-Unis qui s'appelle serendipity. Et pour moi, c'est ça. Quand tu rencontres quelqu'un, tu sais jamais vraiment ce qui va se passer. Je veux dire, on se rend compte, peut-être qu'on va devenir pote, peut-être que tu vas être mon futur associé, peut-être que tu vas me trouver mon prochain job. Et moi, j'ai toujours cru dans ça, je l'ai toujours fait. Dès que j'ai l'opportunité de rencontrer quelqu'un de nouveau, je suis hyper curieux et je lui pose plein de questions. Et ça crée des relations qui sont, je pense, beaucoup plus authentiques et beaucoup plus humaines que la plupart des gens, lorsqu'ils networkent, qui se disent je vais commencer à networker parce que je cherche un job, parce que je cherche des investisseurs, etc. Sauf que ce n'est pas le moment où tu crées de la confiance, et donc c'est difficile derrière d'avoir le résultat attendu. Et donc moi je l'ai toujours fait, ça m'a apporté beaucoup de bonheur dans ma vie à la fois personnelle et professionnelle, et je trouvais qu'il n'y avait pas de plateforme qui était dédiée à la rencontre inspirante. Et donc l'idée de Shaper est venue comme ça. On s'est dit, LinkedIn c'est hyper transactionnel, les gens qui te contactent c'est souvent parce qu'ils veulent te vendre un truc, parce qu'ils veulent te recruter, ou en tout cas quelque chose d'hyper transactionnel. On va faire de Shaper une plateforme pour aller s'inspirer dans la vie et aller shaper sa vie. Voilà. C'est quoi l'expérience Shaper finalement? Tu te connectes, tu as accès à des profils, tu swipes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Ouais, Shaper, c'est ta daily dose de gens à rencontrer. Donc tous les jours, tu as 15 personnes qui sont basées sur tes centres d'intérêt professionnels, qui sont basées sur tes passions, sur ton expérience, sur ta localisation. Bref, on récupère plein de data et on te push 15 personnes susceptibles de t'intéresser. Et là, tu vas swiper les profils effectivement comme Tinder. C'est anonyme. Tu les swipes à droite si tu es intéressé, tu les swipes à gauche si tu ne l'es pas. Et si les deux sont intéressés et qui swipent à droite, tu matches. Et c'est uniquement à ce moment-là que tu peux commencer la conversation. Ce qui fait que tu n'as pas de commerciaux qui vont t'écrire et te solliciter, parce qu'il faut qu'il y ait un intérêt mutuel pour que les gens se rencontrent. Et tout le monde est vraiment dans l'état d'esprit, en tout cas une majorité de gens, de se rencontrer dans la vie réelle, puisqu'ils ont fait la démarche d'aller sur une application qui est dédiée à ça. Est-ce que finalement, c'est pas du dating amoureux un petit peu déguisé? Eh ben non. Effectivement, il y a des hommes et des femmes qui se rencontrent, donc après, s'ils sont célibataires, ils vivent la vie qu'ils ont envie de vivre. Mais ce n'est pas le use case principal. Voilà, il y a plein d'entrepreneurs qui veulent se rencontrer pour trouver des mentors, pour échanger des idées, pour éventuellement trouver des investisseurs ou tout simplement pour le plaisir de trouver de l'inspiration. Il y a beaucoup de gens qui ont déménagé dans les 12 ou 18 derniers mois qui se disent voilà, il faut que je me refasse des amis, il faut que je me fasse mon réseau professionnel. Beaucoup de freelances qui démarrent leur activité, qui nous disent voilà, la meilleure façon pour moi de développer mon business, c'est de rencontrer des gens via Shaper. Ils appellent ça le social selling. Et ils nous disent aussi que avant, ils bossaient dans des grands groupes et que maintenant, ils se sentent beaucoup plus seuls. Et donc, Shaper, ça leur permet de se connecter avec d'autres personnes et de se sentir aussi un peu moins seuls. On a des gens qui veulent changer de vie, un peu comme certains de vous, ou la plupart d'entre vous même, qui nous disent voilà, moi, j'avais rencontré quelqu'un à New York qui me disait ça fait 10 ans que je suis trader, j'aimerais bosser dans les startups, mais si j'envoie mon CV, il n'y a aucune chance que les gens me reçoivent en interview. Donc je network, je rencontre plein de gens qui ont des projets et c'est comme ça que je vais avoir des projets qui me tentent dans ce secteur d'activité. Il y a des gens qui cherchent des jobs. Bon, donc il y a vraiment plein d'attentes différentes. Mais avant tout, vraiment nous, et c'est ce qu'on essaie de promouvoir, et c'est un énorme challenge, c'est qu'on ne veut pas positionner Shaper comme une appli business, on veut positionner Shaper plus comme une appli de bien-être. Voilà. Donc de la même manière que si tu médites 3 fois par semaine ou tous les jours, finalement tu te sens mieux dans ta vie.
Si tu fais du sport aussi, eh ben, si tu rencontres des gens, on pense que c'est la même chose. Donc c'est la façon dont on essaie de promouvoir Shaper. On a beaucoup lu sur les différentes actualités le fait qu'il y avait un algorithme derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement quels sont les critères de l'algorithme, de quoi on parle, la localisation, le profil, comment ça fonctionne exactement? Oui, en fait, le gros sujet pour faire matcher les gens sur le networking, c'est de récupérer la data. À la limite, sur le dating, c'est un peu plus simple. 80% ou 90% des swipes sont liés à la photo. Sur le networking, on a vraiment besoin de comprendre quelles sont les attentes de nos utilisateurs. Et donc, pour ça, on a construit un modèle de data. Donc, pour simplifier, il y a 3 étapes. La première étape, c'est l'inscription. Donc, les gens vont nous donner leur job, leur compagnie, vont ajouter des hashtags avec leur centre d'intérêt pro et perso, vont nous donner leur localisation. Après, la deuxième étape, c'est qu'on a des scripts qui passent un peu partout sur les pages publiques du web et qui importent tous les centres d'intérêt que l'utilisateur n'aurait pas exprimés. Et on a aujourd'hui 25 modérateurs qui vont sélectionner les centres d'intérêt qui leur semblent les plus pertinents. Ces centres d'intérêt vont être cachés, mais vont être utilisés par l'algorithme, et ils vont donner des scores en fonction du niveau d'expérience et du potentiel de carrière. Donc ça, c'est une tâche humaine, mais que nos data scientists sont en train d'automatiser au maximum, via les patterns qu'on a trouvés humainement. Et derrière, la troisième étape, c'est qu'on utilise la data comportementale. Donc on va regarder le taux de swipe droit qu'ont les gens sur leur profil pour mesurer leur popularité. Et si tu as beaucoup de taux de swipe droit de la part de gens qui ont le même score que toi ou des scores supérieurs, bah ton score va augmenter, et inversement. Et pareil sur les centres d'intérêt, en fonction des taux de swipe, des swipes droits que tu fais, des swipes gauche, on va se dire, bah tiens, peut-être que tous les gens dans les startups, tu les swipes à gauche parce que tu as l'habitude d'en rencontrer plein. Par contre, les gens qui sont passionnés par le golf et qui sont dans le branding, là, tu vas tendance à les swiper à droite, et donc on va renforcer ces poids-là. Donc voilà un petit peu comment ça marche, et c'est beaucoup de boulot. On a une équipe technique d'une 15aine de personnes aujourd'hui, dont un tiers de data scientists, pour arriver à comprendre un peu les patterns qui font que 2 personnes vont avoir envie de se rencontrer. On a l'impression que ce marché du networking, il est déjà mature. On a vu le rachat de LinkedIn ces derniers mois. Pourquoi le choix de New York versus la France cette fois-ci? Alors en fait, pour moi, le marché du networking, il n'est pas du tout mature. Voilà, je pense que les gens utilisent LinkedIn pour gérer leur identité professionnelle, se faire recruter. Ils s'en servent aussi beaucoup comme carnet d'adresses. Mais finalement, en tout cas moi, c'est mon expérience, et pourtant j'utilise beaucoup LinkedIn, tu rencontres peu de gens dans la vraie vie grâce à LinkedIn. Ou alors vraiment lorsque tu leur vends quelque chose ou que tu veux les recruter. Et donc on pense qu'on est vraiment au tout début du marché du networking en mode serendipity, justement, qui a beaucoup à évangéliser. Le marché est en train de s'accélérer, hein, puisqu'on est le premier acteur aujourd'hui. On arrive à 1 million de membres. Sur ce 1 million de membres, on a 60% de gens aux États-Unis, tout simplement parce que on se dit que pour être un leader mondial, il faut commencer aux US. Effectivement, dans le domaine des réseaux professionnels, on a vu Viadeo et LinkedIn qui ont commencé au même moment. LinkedIn s'est revendu 26 milliards, Viadeo s'est revendu 1 million d'euros. Donc on se dit qu'il valait mieux commencer aux US. Et au-delà de l'argent, en fait, c'est tout simplement qu'on veut avoir le maximum d'impact, et de commencer aux États-Unis avec une culture en plus du networking qui est peut-être beaucoup plus forte. Les Américains ont cette culture qui est qu'il faut rencontrer plein de monde, que c'est comme ça qu'on provoque son destin, etc. Peut-être que les Français ont une culture un peu différente, même si on a des bonnes surprises, puisque 20 à 25% de nos utilisateurs sont en France, et que c'est un marché qui grossit vachement. Donc comme quoi, les nouvelles générations ont peut-être une culture un peu différente des relations humaines. C'est quoi le type de profil qu'on rencontre sur Shaper finalement? Est-ce que c'est plus des hommes, plus des femmes? Est-ce que c'est des entrepreneurs, des pros du networking, ou est-ce que c'est vraiment varié comme type de profil, et comment vous arrivez à qualifier cette base, augmenter finalement son hétérogénéité? Alors maintenant, c'est des profils extrêmement différents. Il y a des gens bien sûr dans la tech. Ça a commencé avec la tech. Étonnamment, ça s'est poursuivi avec le cinéma, puisque en fait, Los Angeles, c'est notre deuxième plus grosse ville, et tout le monde du divertissement a foncé sur Shaper. Donc c'était assez surprenant. Et maintenant, il y a vraiment des gens dans tous les secteurs d'activité possibles et inimaginables. Après, voilà, les grandes catégories, c'est celles que j'évoquais tout à l'heure: les entrepreneurs, les gens qui ont déménagé récemment, les freelances,
les gens qui veulent changer de vie, les gens qui cherchent un job. Mais c'est devenu tellement large et ça s'accélère, hein, puisqu'on a maintenant 2500 à 3000 personnes qui s'inscrivent tous les jours. Donc on n'est plus du tout uniquement dans la tech. Voilà. Après, on y fait des rencontres incroyables. En France, j'ai rencontré un rappeur qui s'appelle Menelik, alors je ne sais pas si vous le connaissez, qui est gros utilisateur. J'ai rencontré aux États-Unis le Chief of Staff d'Obama à la Maison-Blanche. J'ai rencontré le producteur de Beyoncé. Donc voilà, donc il y a quelques gens cool à rencontrer et j'ai passé des super moments avec eux. Bon, bah, je vais swiper davantage alors. À droite. On a parlé donc de la croissance. Là, vous êtes en hyper-croissance. Vous en êtes où exactement? Tu nous as parlé des bureaux à New York, du nombre de personnes. Est-ce que tu as fait une levée de fonds récemment sur Shaper? Comment tu vois un petit peu les prochains mois? Alors, on a fait plusieurs levées de fonds. On avait fait la première levée de fonds en 2014. On avait levé 3 millions de dollars. Voilà. Donc, on avait, entre guillemets, un peu triché. On avait distribué des dividendes à nos actionnaires. On leur avait dit, si vous voulez, notre prochaine aventure s'appelle Shaper. Vous pouvez réinvestir les dividendes qu'on vous a distribués. Et ça a plutôt bien marché. La deuxième levée de fonds, c'était en 2016, juste avant la vente d'Attractive World. On avait levé 4 millions de dollars. Et compte tenu de l'accélération de la croissance en 2017, on a relevé 9,5 millions de dollars en mai 2017. Et la particularité, c'est qu'en fait, on n'a pas levé avec des fonds d'investissement, on a levé qu'avec des investisseurs privés, des family office. Donc, on en a 200. Je ne vais pas tous vous les citer, mais on a la famille Bouygues, qui est parmi nos investisseurs. On a la famille Afflelou. On a Franck Ribou, l'ancien président de Danone. On a le directeur général de Orange. Et on a pas mal d'entrepreneurs. On a les fondateurs de Blablacar, le fondateur d'Alloresto, qui ont investi également. Donc voilà, on trouvait que ça allait bien avec le concept de Shaper, de regrouper des gens qui croyaient dans la serendipity. En termes d'équipe, du coup, tu vas chercher quel profil prochainement? Est-ce qu'il y a des postes ouverts? Je pense qu'il y a pas mal de gens en face de toi qui seraient intéressés, donc c'est maintenant. C'est super. Donc c'est vrai que l'équipe a pas mal grossi, hein, puisque en 6 mois, on est passé de 15 à 30. L'organisation, c'est que l'équipe marketing est à New York et l'équipe tech, produit, data est à Paris. Donc on a une grosse partie de notre équipe qui est à Paris. Et donc on a recruté pas mal de développeurs mobiles. Et là, on cherche des développeurs PHP Symfony 2 ou 3. Voilà. Je ne sais pas si c'est un langage qu'on apprend en wagon, mais... comment tu vois, c'est quoi la suite là pour Shaper? J'ai vu récemment que vous avez lancé l'abonnement payant et donc essayer de monétiser cette application. C'est quoi la stratégie? C'est justement faire du premium avec un forfait derrière? Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, déjà, la vision, c'est d'aller plus loin que le networking. Nous, on s'est toujours dit que le networking allait nous permettre de constituer la première communauté avec une proposition de valeur qui est assez différenciante par rapport à LinkedIn. On voit qu'en fait, on attire une cible plutôt de millennials. Et quand on discute avec eux, souvent, il y a une recherche de sens hyper importante. Voilà, donc ils ne veulent pas faire métro boulot dodo. Ils veulent vraiment trouver des projets dans lesquels ils vont avoir de l'impact, qui ont vraiment du sens par rapport à leurs valeurs, par rapport à ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et donc, même si encore, aujourd'hui, il y a pas mal de réflexions côté produit, on se dit que la suite de Shaper, au-delà du networking, c'est vraiment de faire une plateforme autour de l'épanouissement professionnel et d'aider nos utilisateurs à trouver les projets qui vont vraiment compter dans leur vie. Alors bien sûr, soit via des rencontres, mais aussi via des services qu'on pourrait leur apporter et qui les aideraient à faire les bons choix et se dire à 65 ans, à la retraite ou à 70 ans, qu'ils ont une vie qu'ils avaient vraiment envie d'avoir. Peut-être une dernière question avant de passer le micro au public. On a vu, donc tu as lancé Attractive World, tu as levé des fonds, en même temps tu as eu une autre idée, tu as levé des fonds pour cette nouvelle idée. C'est quoi ton secret pour l'organisation? C'est assez incroyable de pouvoir traiter autant de sujets à la fois. Non, mais en fait, plus que l'organisation, moi je pense que une des réussites qu'on a eues, je ne sais pas si à la fin Shaper sera un succès, c'est d'arriver à attirer des gens, que ce soit des investisseurs ou des équipes, non pas en essayant de booster leur ego, mais en essayant de leur vendre le sens de la mission de l'entreprise. Et moi, c'est ce que j'essaye de m'appliquer aussi, parce que en tant qu'entrepreneur, en fait, on est toujours en up and down. Moi, j'ai eu des moments effectivement de joie intense avec Attractive World. J'ai eu aussi des moments où j'étais mais vraiment au plus bas.
et notamment en 2015 quand c'était dur côté Shaper et qu'Attractive World, j'étais éloigné et c'était vraiment une période difficile pour moi. Et c'était vraiment un moment où j'avais énormément perdu confiance. Je me disais, franchement, je suis plus capable de monter une boîte, je suis complètement dépassé, je me suis peut-être embourgeoisé. Et vraiment, c'était des moments hyper difficiles dans ma vie. Et en fait, parce que je pense que mon ego était finalement assez fort et que je me disais, si la boîte réussit, c'est grâce à moi, et si la boîte échoue, c'est à cause de moi. Et suite à cette période-là, je me suis dit, finalement, en fait, la vie et la vie d'un projet n'est pas directement liée à nos qualités. Bien entendu, quand tu es bon, tu augmentes un peu les chances qu'un projet marche, mais il faut essayer de sortir de ça parce que sinon ta vie va être un enfer. Et avec Shaper, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de me dire finalement, moi Shaper, j'y crois parce que ça correspond vraiment à ma philosophie de la vie. Ça marche, c'est génial. Ça ne sera pas uniquement lié grâce à moi, ça sera peut-être parce qu'on aura réussi à trouver la bonne recette. Mais si ça ne marche pas, il y a probablement aussi d'autres facteurs exogènes qui font que ça ne veut pas dire que je suis un mauvais entrepreneur. Et donc, on a beaucoup travaillé sur le sens en fait, d'entreprendre, au-delà de l'argent. Voilà, c'est vrai que le fait d'avoir gagné de l'argent avec Attractive World m'a aussi vraiment permis de voir les choses un peu différentes en termes de besoins de sécurité. Et c'est ce qu'on essaye de faire lorsqu'on recrute nos équipes. On essaye de pas simplement appuyer sur le bouton de l'ego, leur dire voilà, on va te trouver un super poste, on va t'appeler chief of je ne sais quoi, et on va te donner un super salaire. Mais on essaye de plutôt vendre vraiment qu'est-ce qui fait qu'on se lève tous les jours le matin et qu'on est prêt à se défoncer pour que la boîte marche. Et aujourd'hui, ça marche plutôt bien parce que ça crée une énergie dans l'entreprise qui est beaucoup plus forte. Quand il y a des déceptions, on est tous ensemble pour vivre ces déceptions et essayer de rebondir. Et quand il y a des succès, on le vit de manière beaucoup plus intense aussi. Et donc, au-delà de l'organisation, je pense que quand tu arrives à regrouper des gens, que ce soit des investisseurs ou des équipes qui croient vraiment dans le projet et dans la mission de la boîte et dans la vision de la boîte, en fait, tous les problèmes d'organisation se simplifient énormément puisque les problèmes d'ego disparaissent plus ou moins, mais ils disparaissent un peu plus que moins. On peut passer aux questions du public, si vous en avez, bien sûr. C'est par rapport au script, ça m'a un petit peu intéressé. Le script qui va chercher des données sur les gens, je voulais un peu de questions, savoir est-ce que les gens sont au courant. Vous avez ramassé un peu de données partout. Et sur quoi vous allez chercher les données en fait, sur quel genre de page? C'est les pages publiques en fait, hein. Donc les pages publiques qui sont à disposition. Donc non, on les tient pas au courant parce que c'est des datas qui sont uniquement utiles à l'algorithme. Mais donc on va scraper les pages publiques du web et on voit s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Après, aujourd'hui, automatiquement, on n'est pas capable d'arriver à les convertir en centres d'intérêt de manière assez certaine. Et c'est pour ça qu'on a 25 modérateurs qui repassent sur tous les profils et qui disent « Ah bah tiens, par exemple, on va leur remonter la personne a tweeté 4 fois sur la finale de Coupe du Monde de rugby. C'est dommage, il n'a pas mis le hashtag rugby alors qu'il visiblement il s'y intéresse pas mal. » Et donc, on requalifie un peu les profils comme ça. Parce qu'en fait, sans avoir des algorithmes un peu plus poussés, on s'est rendu compte que c'est extrêmement compliqué en networking de faire matcher les gens. Voilà, de trouver une probabilité que les deux personnes aient envie de se rencontrer. Si on n'utilise que la data liée à l'inscription, ça ne marche pas. Et si on demande plus de champs dans l'inscription, les gens veulent faire les trucs rapidement et on les perd lors du process d'inscription. Donc, on a dû compenser pour faire en sorte d'augmenter les probabilités de match. Ouais, je finis, et ça m'emmène à une deuxième question. J'avais lu quelque part que tous ces algorithmes-là, en fait, font que maintenant, on ne va plus vers des choses qu'on ne connaît pas, mais vers des choses qu'on connaît. C'est-à-dire que la musique, Spotify va nous montrer ce qu'on aime déjà ou ce qu'on pourrait aimer. Peut-être Shaper va me faire rencontrer quelqu'un que... C'est-à-dire comment est-ce que vous utilisez la curiosité, comment est-ce que vous travaillez sur ça, et est-ce qu'on ne va pas vers quelque chose qui va nous faire peut-être certainement c'est une super question et objectivement on le fait mal parce que je pense qu'entre la vision qu'on a et la réalité du produit il y a encore un écart, mais dans les versions futures on a vraiment envie d'être beaucoup plus pédagogique
sur le fait qu'effectivement, quand on fait du développement, on n'a peut-être pas forcément envie de rencontrer que des gens dans la tech, qu'il y a peut-être plein de gens passionnants autour de nous. D'ailleurs, c'est ce qu'on expérimente dans la vie réelle. Je veux dire, parfois, tu te retrouves à un mariage, la personne à côté de toi, au début, tu ne lui parles pas beaucoup, et en fait, tu te rends compte qu'elle est passionnante et qu'elle va t'apprendre plein de trucs sur ce qu'elle fait ou sa passion. Et donc, c'est ce qu'on a envie d'encourager. Et ça, je pense que ce n'est pas trop les algorithmes, c'est plutôt l'éducation qu'on va pouvoir faire dans le produit, en disant aux gens, tiens, tu n'as pas changé tes hashtags depuis 3 semaines, est-ce que tu as pensé à ajouter ce hashtag? Y a plein de gens cool dans ce domaine-là. Donc je pense que c'est plus de la pédagogie et de l'éducation à ce niveau-là. En tant qu'utilisateur de Shaper, je voudrais t'encourager à ce que tu viens juste de dire, de rappeler les gens à utiliser des hashtags et même peut-être en proposer, faire de la prédiction et les encourager à découvrir des choses. Et c'est pas assez transparent pour l'instant sur la plateforme qu'on connecte directement avec les hashtags. Voilà. Ouais, non, mais je pense qu'il y a vraiment pas mal de travail à faire là-dessus et on a pris une décision technique, stratégique sur la techno qui était hyper structurante, mais qui était assez frustrante. C'est qu'en fait, on était parti au début avec une technologie qui s'appelle Xamarin, qui était une technologie hybride. On s'est rendu compte que cette technologie avait ses limites et qu'on avait du mal à recruter des gens compétents dans ce domaine-là avec cette expertise. Et donc on a décidé d'arrêter les développements sur l'app Xamarin actuelle pour lancer des applications 100% natives. Et donc on a mis plus de 6 mois à les refaire. Et donc la frustration, c'est qu'on a plein de projets en tête, que ça soit améliorer l'expérience post-match, puisqu'aujourd'hui on laisse un peu l'utilisateur faire l'organisation de son rendez-vous lui-même. On pourrait faire de l'intégration de calendrier, on pourrait avoir des petits bots qui facilitent l'introduction et qui brisent la glace, etc. Il y a pas mal de choses aussi à faire, on pense, en termes de CRM, de gamification, d'éducation. Et donc on a plein de projets dans les cartons, mais on préférait attendre d'avoir les nouvelles apps plutôt que de bosser sur des apps qu'on allait jeter à la poubelle. Donc c'était une année 2017 assez frustrante de ce point de vue-là. Mais on pense que c'était un bon choix à faire sur le moyen terme. Et là, il se trouve que l'application Android est sortie aujourd'hui et l'application iOS va sortir dans, a priori, 2 semaines. Donc on est au bout. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Tu as connu des hauts et des bas tout au long de ton parcours. Parfois, quand tu réussis, tu t'enflammes peut-être. Et parfois, quand tu te rates, tu peux peut-être devenir fataliste. Comment est-ce que tu fais, toi, pour gérer tout ce lot d'émotions? C'est pas facile. J'ai lu un bouquin qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent », que je recommande, qui permet de justement prendre un peu de recul sur tout ça et essayer d'apprécier chaque moment et de se dire que quand il y a un mauvais moment, finalement, c'est pour notre bien et que ça va permettre justement de nous amener sur des chemins qui vont être plus positifs. Mais c'est très théorique et réellement, quand on a des moments, c'est hyper compliqué. Et voilà, et après, j'essaye de relativiser au maximum, me dire que déjà, c'est une chance incroyable d'entreprendre, encore plus dans un projet qui me tient à cœur, et de profiter un petit peu de la chance d'avoir des super associés, une super équipe, des amis et des investisseurs, ou même une famille qui me soutient. Et donc voilà, j'essaye de me dire que il ne faut pas que mon bonheur soit complètement corrélé à la réussite de mes projets, parce que tu peux vite être malheureux et que la vie est courte, et donc il faut essayer d'apprécier chaque moment, quoi. D'autres questions? Tu parlais tout à l'heure d'embourgeoisement après la première expérience réussie chez Attractive World. Comment est-ce que tu t'es prémuni contre justement le risque d'avoir des investisseurs qui croient beaucoup en toi, donc qui te challengent moins, d'avoir plus facilement des équipes, d'arriver à recruter plus facilement? Est-ce que tu t'es dit, je vais prendre des jeunes qui vont peut-être mettre un peu de soi? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as fait pour te prémunir contre ça? Et en fait, alors c'est marrant, ça m'amène à une anecdote. En 2015, justement, les choses allaient vraiment très très mal. J'étais au fond du gouffre. Et en fait, on avait un stagiaire qui s'appelle Thomas Boutefort, qui sortait d'HEC et qui était venu me voir et qui m'avait dit, voilà, moi,
j'ai envie de découvrir tout ce que c'est de monter une start-up, et notamment aux États-Unis. Et donc, il avait bossé sur le produit, le marketing, etc. Et on s'était retrouvés à New York ensemble. Et donc, il a vécu l'échec complet du lancement de la première version. Et à ce moment-là, on a une conversation, on était au mois d'avril, et je lui dis, écoute Thomas, franchement, tu as ton emprunt HEC à rembourser. Il avait plein de propositions en CDI. Je lui dis, franchement, reste pas 4 mois de plus chez Shaper, tu vas vivre la misère. Moi, ça ne me dérangera pas du tout que tu quittes pour trouver ton job. Et il m'a répondu, il m'a dit, écoute, franchement, moi, je sais que tant que tu es là, et d'ailleurs, j'en ai parlé à tes associés, ils pensent la même chose, tant que tu es là, on va trouver des solutions, on va rebondir, et l'aventure, je la vivrai jusqu'au bout, et tu verras qu'elle va être hyper belle. Et non seulement, moi, ça m'a fait reprendre vachement confiance, et je me suis dit, il nous faut des mecs comme ça dans l'équipe. Et en fait, on l'a associé au capital, et aujourd'hui, Thomas, c'est un des cofondateurs de la boîte, et effectivement, il nous a amené une énergie de quelqu'un qui avait 24-25 ans, qui voulait manger le monde, et peut-être que nous on était effectivement on a eu plus de facilité avec la notoriété d'Attractivore, la levée des fonds, qu'on s'était un peu bourgeoisé, et il a contribué à nous remettre un peu dans la cave pour rebosser à fond, et voilà, et donc lui et d'autres personnes nous ont bien reboosté, quoi. Vous avez parlé très légèrement de vos concurrents avec Attractive World. C'est quoi aujourd'hui vos menaces avec Shaper? En fait, pour moi, la plus grosse menace, c'est le marché. Il y a effectivement des concurrents qui sont en train d'arriver, et notamment, c'est assez marrant, puisque c'est des sites de rencontres, donc des sites de dating qui se mettent sur le marché du networking. Il y a une app plutôt qui s'appelle Bumble, qui a lancé un service qui s'appelle BumbleBees. Voilà, je pense que l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils l'ont intégré dans la même app. Donc quand tu es en couple, c'est compliqué d'expliquer à ton mec ou ta nana que tu es sur Bumble, mais que tu es sur la partie networking. Donc j'y crois assez peu, et d'ailleurs les premiers résultats ne sont pas hyper encourageants de leur côté. Et après, en fait, il y a d'anciens salariés de Tinder, notamment le CTO de Tinder, qui a créé une boîte qui s'appelle Ripple. Voilà, je ne sais pas pourquoi il a pris le même nom que la crypto-monnaie. Mais là, ils arrivent avec des gros moyens, puisque le groupe Match.com, qui détient 100% de Tinder, finance l'intégralité du projet Ripple. Et donc, c'est des anciens de Tinder qui lancent ça. Donc, c'est sorti depuis 15 jours. Et c'est vrai que suite à ça, j'ai reçu des messages d'actionnaires dans tous les sens qui m'ont dit « Ah là là, et tout, t'as vu, Match.com se lance, qu'est-ce que t'en penses ?» Et moi, je leur ai dit « C'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Aujourd'hui, on est tout seul sur le marché du networking. Il y a énormément d'évangélisation à faire. D'avoir un groupe comme ça qui croit aussi et qui est prêt à mettre les moyens, c'est plus une opportunité pour moi qu'une menace. Voilà. Après, on peut dire que LinkedIn est un compétiteur, mais pour moi, c'est vraiment une menace assez indirecte, parce que l'état d'esprit, la philosophie est complètement différente. Et nous, on voit nos feedbacks utilisateurs, on a énormément de gens qui nous écrivent et qui voient vraiment Shaper comme une expérience complémentaire, et qui leur permet de rencontrer des gens qu'ils n'auraient jamais même eu l'idée d'aller rencontrer sur LinkedIn. Ludovic, merci d'être venu. Tout à l'heure, tu abordais des sujets tech, tu parlais de la remontée de data, des algorithmes, de sujets marketing. Sachant que je ne suis pas du tout tech. Hein. Donc, oui. Et ma question, du coup, est la suivante. Aujourd'hui, à quoi ressemble ton quotidien? Sur quel pan du business est-ce que tu es versé? Enfin voilà, sur quoi tu bosses? Alors en fait, mon quotidien, il varie beaucoup. Mais globalement, moi, je passe pas mal de temps. Alors c'était plus vrai l'année dernière, parce qu'on a beaucoup plus recruté l'année dernière sur le recrutement. Et le fait de m'assurer qu'il y ait vraiment une culture d'entreprise assez forte. Je fais pas mal de marketing, mais plus en branding. Donc je suis assez présent sur les réseaux sociaux pour raconter des anecdotes, par exemple, de rencontres que j'ai pu faire sur Shaper, etc. Et ça marche très bien. À chaque fois qu'on les partage, on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui la voient, ou voire même 1 million de gens qui le voient. Donc ça aide vachement à évangéliser aussi le marché. Quand il y a des levées de fonds, c'est moi qui suis en première ligne sur le financement. Et on réfléchit aussi à ce qui pourrait nous disrupter et aux modèles un peu alternatifs. Par exemple, en ce moment, et je ne sais pas du tout si ça va aboutir ou pas, on s'intéresse beaucoup à la blockchain et aux ICO.
moi, mon sentiment, c'est que c'est des modèles qui sont, et notamment les ICO, ça peut vraiment être révolutionnaire sur toutes les plateformes sociales, parce qu'en fait, c'est une façon d'aligner complètement les intérêts d'une communauté d'utilisateurs qui font le succès d'une plateforme avec ses actionnaires et son équipe, tout simplement parce que, bon, schématiquement, avant, on disait, bah voilà, tiens, je t'offre Facebook gratuit, je t'offre LinkedIn gratuit, donc tu devrais être content et file-moi ta data. Les gens se rendent de plus en plus compte que finalement la data elle vaut beaucoup plus que la gratuité des services, puisque les actionnaires de Facebook aujourd'hui sont à la tête d'une société qui vaut plus de 450 milliards de dollars. LinkedIn s'est vendu 26 milliards. Et donc je pense que les ICO vont permettre de partager de manière beaucoup plus équitable la valeur entre bien entendu les actionnaires qui la financent, les équipes qui se battent tous les jours pour offrir la meilleure expérience à leurs utilisateurs, et les utilisateurs qui, sous leur impulsion, donnent l'énergie à la plateforme d'exister parce qu'ils se connectent, parce qu'ils invitent leurs amis, parce qu'ils swipent, parce qu'ils matchent, etc. Et donc je ne sais pas du tout si on ira jusqu'au bout de la réflexion, mais typiquement, voilà, moi j'aime bien creuser des sujets et me dire, bah voilà, si on imaginait Shaper avec des tokens qui seraient répartis entre les investisseurs, la team et des users qui seraient rémunérés en fonction de certaines actions qui rendent la plateforme beaucoup plus positive, beaucoup plus humaine et beaucoup plus active, bah est-ce que ça n'a pas du sens pour Shaper? Est-ce que ce n'est pas l'avenir? Donc voilà, donc je passe aussi pas mal de temps à rechallenger notre modèle en me disant, bah, ce qu'on fait, c'est pas mal, les résultats sont corrects, mais si on veut aller au next step, comment on fait? Tu as lancé Attractive World il y a 10 ans. J'imagine qu'à l'époque, le marché de la rencontre en ligne était beaucoup moins mature. Est-ce que tu as fait face à des jugements moraux en te lançant? Alors, qu'est-ce que tu appelles jugements moraux? Des gens qui te disaient « Ouh là là, on ne rencontre pas les gens en ligne, c'est pas fait pour… Ouais, alors déjà, ça paraît fou aujourd'hui, hein, mais des jugements moraux sur le fait déjà de quitter la finance pour monter une start-up. Vraiment, il y a plein de gens qui m'ont dit, Ludovic, t'as pété un câble, quoi. Donc déjà, c'était vraiment une autre époque. Après, sur le dating, c'était plus des problématiques d'évangélisation du marché, effectivement, et notamment les jeunes, hein, les gens qui avaient entre 18 et 25 ou 30 ans. Quand je leur parlais d'Attractive World, ils me disaient, mais attends, mais de toute façon, le dating, c'est un truc de tocard, quoi. Ils me disaient, moi, j'ai pas besoin de site de rencontre, je vais en boîte, ou je vais à la fac, ou dans mon école, et c'est comme ça que je vais rencontrer un mec ou une nana. Et effectivement, en fait, je pense qu'on a contribué un petit peu à évangéliser le marché, mais on touchait quand même des populations déjà un peu plus, un peu plus âgés, qui arrivaient à un stade où ils disaient bon bah maintenant c'est le moment de fonder une famille, c'est le moment de trouver une relation sérieuse. Mais ceux qui ont vraiment évangélisé le marché de la rencontre, c'est sur les jeunes, c'est adopte un mec dans un premier temps, qu'on rentre le truc hyper délirant, hyper fun, etc. Et donc, ils ont enlevé un peu le tabou, notamment sur les femmes. Et après, derrière, les applications comme Tinder qui ont rendu le truc hyper cool. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché des 18, 30 ans ou 35 ans, c'est le plus gros marché du dating, alors qu'il était quasiment inexistant en 2007-2008. Tu as mentionné plusieurs fois l'échec de la première version de Shaper. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment, du coup, tu as rebondi après ce premier échec ? Ouais, en fait, l'échec de la première version de Shaper, c'est qu'on a créé un produit qui était trop compliqué. Le premier produit, c'est un réseau social professionnel, un peu comme LinkedIn, où tu ne pouvais ajouter que 50 personnes dans ton réseau, en considérant que ça serait les 50 personnes en qui tu avais le plus confiance, et l'application facilitait les mises en relation entre réseaux de second degré. Voilà. Donc déjà, j'ai du mal à l'expliquer. Donc c'est pour dire à quel point le produit était compliqué. Et le truc n'a jamais décollé. En plus de ça, LinkedIn a changé sa politique d'API quelques mois plus tard et a décidé de fermer tout l'import des contacts LinkedIn dans des apps tierces. Et donc le truc s'est écroulé immédiatement. Donc la façon dont on a rebondi, c'est en faisant des interviews utilisateurs. Moi, je suis resté à New York et j'ai dû faire entre 100 et 150 interviews utilisateurs pour essayer de comprendre comment on pouvait apporter plus de valeur. Et c'est ça qui nous a amené sur le produit qui existe aujourd'hui. J'aimerais juste en fait savoir quelle est pour toi la différence entre le fait d'attaquer le marché français avec Attractive World et les États-Unis avec Shaper.
Et également, si tu aurais des tips à donner à tout entrepreneur qui souhaite développer son business aux États-Unis, est-ce que pour toi, ça a été quelque chose de complètement nouveau? Tu as eu l'impression d'avoir un renouveau, d'attaquer un nouveau marché, de tout reprendre à zéro? Enfin voilà, comment attaquer le marché américain? Bon, après, je pense qu'en fonction de chaque business, il faut vraiment mener une bonne analyse pour savoir s'il vaut mieux commencer par la France ou commencer par les US. Je pense que commencer par la France, c'est pas forcément une erreur. À partir du moment où on peut vite embrayer dès qu'on a un product market fit aux États-Unis, ou en tout cas à l'étranger. Ce que j'ai pas fait sur Attractive World, puisque j'ai attendu que ça soit rentable, alors que ça faisait 3 ans qu'on était en pleine croissance et qu'on avait vu que les gens étaient prêts à payer pour. Donc je pense pas qu'il y ait de toute façon de formule parfaite, ça s'adapte à chaque projet. Les États-Unis, c'est un marché hyper difficile parce que la compétition est énorme. Voilà. Faire venir un user aux États-Unis et faire venir un user en France, il coûte juste 2 à 3 fois plus cher. Lever des fonds aux États-Unis, il y a juste 3 fois plus de compétition. Donc, c'est pas tant que, moi, je trouve pas que la culture américaine et la culture française est un peu différente, mais quand tu lances un produit grand public, il n'y a pas tant de différence. D'ailleurs, la preuve, Tinder France, Tinder États-Unis, c'est le même produit. Shaper France, Shaper États-Unis, c'est le même produit aussi. Mais c'est plutôt la compétition. Et moi, le conseil que j'aurais là-dessus, et que j'avais pas vraiment complètement intégré au démarrage, c'est ne pas oublier d'où on vient. Voilà. Donc, moi, je viens de France. Mon réseau, à l'origine, il est en France. Les investisseurs que je connais, ils sont en France, etc. Et donc, on a joué au maximum sur toutes les forces qu'on pouvait avoir. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, en France, il y a des ingénieurs extraordinaires. Il y a des moyens de se financer exceptionnels avec la BPI, avec le crédit impôt recherche. On a quand même reçu quasiment 1 500 000 € de subventions pour recruter des ingénieurs et des docteurs, etc. On a levé 16,5 millions de dollars. Alors, on a un investisseur américain, mais le gros a été élevé avec des investisseurs français. Et donc souvent, on se dit, voilà, je vais lancer aux États-Unis, il me faut toute mon équipe là-bas, il faut tous mes investisseurs là-bas, etc. Alors qu'en fait, on se met des bâtons dans les roues soi-même. C'est mieux de séparer les équipes, de faire en sorte que la tech, elle est hyper forte en France, donc pourquoi s'ennuyer à partir aux États-Unis à recruter des ingénieurs qui coûtent les triples et qui vont se barrer dès que le copain d'à côté aura levé 50 millions de dollars et leur aura proposé un job à 50% plus cher. Et donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier d'où on vient et jouer sur ses forces. Et après, derrière, attaquer le marché américain en se disant qu'est-ce qui est nécessaire pour attaquer le marché américain. Et nous, on s'est dit, finalement, la tech, on peut la faire en France. La data, on peut la faire en France. Le produit, on peut le faire en France. Par contre, le marketing, on peut pas le faire en France. Et donc, on a recruté des Américains et notamment, on a utilisé Shaper et on a utilisé la base de données pour recruter des gens en marketing aux États-Unis parce que c'est des gens qui croyaient dans la mission. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien. On a vraiment des gens exceptionnels à New York. Et le boulot, c'est surtout de faire en sorte que les deux bureaux puissent cohabiter et se parler régulièrement. Donc on fait en sorte que les Américains viennent régulièrement en France, mes associés vont régulièrement aux États-Unis. On a des channels Slack qui sont dédiés en anglais pour s'assurer que les Américains ne se trouvent pas esselés avec des private jokes en français. Donc voilà, donc après il y a vraiment pas mal de réflexions à faire pour s'assurer que les Américains se sentent bien dans une structure qui est quand même plutôt francophile. Une dernière question. Ouais, j'avais une petite question. Tout à l'heure, on parlait un peu des montagnes russes du coup que connaît un entrepreneur. Tu disais que tu essayes de relativiser, de positiver beaucoup. C'est quoi un peu, est-ce que tu as des petites routines au quotidien? C'est quoi un peu tes actions que tu fais? Je sais pas, aujourd'hui tu as des Tony Robbins, des mecs comme ça, ultra positifs dès le matin. Est-ce que tu as aussi ce genre de pratique? Ouais, enfin, c'est pas une grosse pratique, mais effectivement, j'essaye de faire une demi-heure sport plus un peu de méditation. 20 minutes, c'est pas du sport, hein. Franchement, c'est plus réveil musculaire. 10 minutes de méditation pour essayer de débrancher un peu mon cerveau et de partir sur des bonnes bases. Voilà, mais pas plus que ça. Merci à tous. On arrive à la fin du talk. Pour réutiliser une expression bien connue, je vous recommande chaudement, et si ça n'avait été que de la chance, écrit par Startup Begin, qui relate l'incroyable histoire de Ludovic. Voilà. Merci beaucoup, Ludovic. Et juste pour finir, un grand merci à Startup Begins, parce que c'est un énorme cadeau qu'ils nous ont fait avec ce livre-là. J'ai vu mon père, dont je ne suis pas hyper proche, hier, qui m'a dit qu'il avait appris énormément de choses sur moi grâce au livre. Donc, il voulait te remercier aussi, Mathieu. Et ça a été un énorme plaisir de le faire avec toi et un souvenir incroyable. Donc merci beaucoup.